Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Global Africa, ravie de vous recevoir. J'ai sur le plateau deux femmes d'influence, deux femmes africaines, deux femmes audacieuses. Vous aurez le plaisir de les retrouver après ma présentation, évidemment. Je suis Carmen Févillier, comme vous le savez, encore une fois. Je suis ravie de vous retrouver autour d'un événement important. Et pour cela, je vais vous présenter Léo Kadi et Kadia. Bienvenue Léo Kadi, bienvenue Kadia. C'est le contraire. Merci Carmen. Excusez-moi, j'ai toujours le trac quand je commence mes émissions. Ça commence toujours comme ça. Et donc, j'ai Kadia. Absolument. Kadia Silla. Absolument, Silla Moisson. Moisson et Léo Kadi Ebakissé. Voilà. Et nous sommes là autour de cette table pour parler de l'événement qui arrive très bientôt. Ah oui, lundi prochain. Un événement inédit. Absolument. Et c'est le salon des industries africaines. Absolument. Alors, comment expliquez-vous deux femmes qui se lancent dans ce secteur, un secteur en général, on le dit que c'est un secteur qui est réservé aux hommes? Merci infiniment Carmen et merci à la chaîne de nous donner la parole aujourd'hui pour parler de cet événement, comme vous avez dit, événement inédit, avec Léo Kadi Ebakissé, avec laquelle j'organise régulièrement des événements à impact. Et il nous a semblé pertinent et surtout nécessaire d'évoquer ce sujet de l'industrie, puisque nous savons que l'Afrique aujourd'hui, par rapport au reste du monde, est en quête d'industrialisation. Oui. Et donc, voilà. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire un peu plus tout à l'heure. Alors, avant de poursuivre, je vais d'abord vous présenter, évidemment, parce que... Donc, je vais commencer par Kadia. Kadia, vous êtes guinéenne, d'origine guinéenne, et vous êtes passionnée par la francophonie et par la diplomatie économique. Vous me dites s'il y a encore des choses à ajouter. Merci. Vous avez une carrière de plus de 17 ans dans les ressources humaines et les relations sociales en France. Vous êtes la fondatrice de la maison Muller. Et vous avez rejoint le groupe français Grant Alexander, ce qui fait votre fierté, parce qu'on en parlait encore dans les coulisses tout à l'heure. C'était en 2018. Et vous avez contribué à établir un bureau donc, de cette entreprise, un bureau de représentation à Abidjan. Et vous y avez joué un rôle clé dans l'accompagnement des entreprises. Voilà, donc je fais le lien entre accompagnement des entreprises et le salon des industries africaines que vous êtes en train d'organiser. Vous êtes également, donc ça fait beaucoup parce que vous êtes une femme puissante, audacieuse. Vous êtes fondatrice de l'association Audacy for Africa en Guinée et en France, pour la promotion de la formation professionnelle, la valorisation de l'entrepreneuriat au féminin, vous êtes là, et des valeurs d'éducation. Vous êtes également cofondatrice du Club des diasporas africains de France et Amis de l'Afrique. Et donc, Kadia Silla Moisson, encore une fois, bienvenue. Merci, merci infiniment Carmen. Alors, je me tourne vers Léo Kadi. Léo Kadi, vous êtes Global Coach certifié et praticienne narrative. Qu'est-ce que ça veut dire avant de poursuivre sur votre présentation? Le coaching, c'est de permettre de déconstruire tout ce qui sont des freins et qui bloquent les personnes dans leur évolution, dans leur développement. Et praticienne narrative, c'est que j'aime reconstruire des histoires. Reconstruire des histoires pour permettre d'avancer. On va déconstruire des schémas qui nous bloquent pour aller vers quelque chose qui sera meilleur pour nous. D'accord. Et donc, vous êtes conférencière. Vous êtes la première femme à avoir obtenu le label de maître de cérémonie. Et c'est le rôle que vous allez jouer dans le salon des industries africaines. Et vous intervenez généralement, plus souvent, encore, toujours, en qualité d'animatrice et modératrice. Absolument. D'accord. Vous accompagnez, comme vous l'avez dit, des leaders et décideurs. Vous fondez en 2025 Talent Awake, justement, c'est ce que vous avez décrit. Vous réveillez les talents, vous réveillez... Exactement. Ceux des dirigeants, les lumières. ceux de leurs équipes. L'idée, c'est de se dire que chacun a un talent dormant pour certains. D'accord. Et l'idée, c'est de pouvoir le mettre en lumière, le magnifier, mais surtout les mettre dans des zones d'excellence. D'accord. Et vous êtes encore auteur d'un livre qui paraît cette année, en 2024. Le titre est L'énergie de l'ambition. Vous êtes toujours autour de l'ambition. Et vous produisez les émissions Alter Ego et Inspiring Entrepreneur qui interrogent sur les notions de leadership, de coopération et d'alliance. Et donc, vous co-organisez avec Kadia le Salon des industries africaines. Et donc, Léo Kadi, encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup.
Nous allons commencer, nous allons entrer en plein dans le sujet de notre émission. Et donc, j'ai devant moi le Salon des industries africaines, première édition, 24 juin 2024, Sagavo, un endroit prestigieux. Alors, un endroit prestigieux, oui, parce que c'est un écrin dans lequel on souhaite mettre en avant ces dirigeants, ces projets. Oui. Donc, c'était une volonté commune de choisir un endroit qui n'avait pas encore été exploité pour mettre en avant ces talents africains, ces entreprises africaines et ces dirigeants. Ok. Et comment vous êtes l'idée de ce salon? Comme je l'ai dit, hein, quand on parle d'industrie, on voit les hommes. On se dit c'est compliqué, on ne comprend pas grand-chose. Et pourquoi l'industrie et comment l'idée vous est venue? Tout d'abord, merci d'abord Carmen pour cette question. Tout d'abord, et je vous remercie d'avoir rappelé la bio que vous avez partagée à nos auditeurs. Moi, j'ai toujours eu envie de créer du lien avec des gens, avec des entreprises, organiser des temps de partage, des temps de rencontres, d'échanges, pour toujours aller vers un narratif positif, pour toujours créer du lien et puis voir ce qui nous unit et ce qui nous rassemble. Ouais. Donc très tôt, j'ai toujours organisé des événements autour de la diaspora, mais pas que, mais aussi autour des entreprises, puisque vous avez rappelé tout à l'heure, je travaille pour une entreprise, donc cette entreprise, c'est un peu mes interlocuteurs aujourd'hui, mes interlocutrices. Et j'ai toujours eu envie, effectivement, de créer des ponts aussi entre l'Afrique et le reste du monde, parce que je suis guinéenne, vous l'avez dit, fière de la Guinée, sont mes racines, et française, et j'aime effectivement trouver des liens économiques pour que nous puissions apprendre des uns des autres, nous construire et puis avancer ensemble et construire surtout un monde nouveau, un monde positif avec des chaînes de valeur positives. Et il se trouve que j'ai un mari entrepreneur donc qui est très investi dans l'industrialisation, dans la réindustrialisation de la France depuis 6 ans. Donc depuis 6 ans, vous l'aurez compris, je suis au cœur du réacteur. Donc j'ai vu effectivement cette bataille et tout ce mouvement avec les entreprises qui l'accompagnent pour impulser ce mouvement d'industrialisation. Et je voyais aussi, au travers de mes activités professionnelles, en recherchant notamment des talents pour des entreprises africaines et françaises, des entreprises industrielles, et je voyais aussi toute la difficulté qu'ils avaient à trouver des talents, et je voyais aussi tous les enjeux qu'avaient ces entreprises sur le terrain. Et travaillant sur l'Afrique, je me suis rendu compte aussi, parce que je m'intéresse au continent, parce que je m'intéresse aux réalités du pays, pas que la Guinée, de voir qu'en fait, finalement, l'industrie est un enjeu, un défi majeur pour permettre à nos sociétés d'aller vers une croissance durable, l'éducation, etc. Et l'Afrique subsaharienne, on voit qu'elle est en quête d'industrialisation par rapport à nos pays occidentalisés. Donc il m'a semblé utile de créer ce dialogue entre les entreprises, la société civile, sur un temps de rencontre ici en France et peut-être un jour en Afrique pour qu'on échange sur ces enjeux-là. Des enjeux importants. Alors, je vais me tourner vers Léo Kadi. Vous êtes en contact avec les intervenants du salon. Et donc, l'industrie des salons, je mélange tout, l'industrie des salons. Le salon des industries africaines. Bon, qu'est-ce que vous mettez dans ce contenu-là, les industries africaines? On peut le dévoiler? Bien sûr, nous sommes c'est parfait. On est là pour ça. Alors, on va avoir dans un premier temps, mais comme l'a indiqué Kadia, c'est important de partir de l'institutionnel, un peu ce qui se joue de cette diplomatie économique. Donc, on va avoir la parole qui sera partagée entre différents diplomates de la Guinée. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de diplomates. Exactement, donc de la Guinée, du Maroc, qui vont venir, et de la Côte d'Ivoire, qui vont venir justement, eux, témoigner de ce qui se fait, de ce qui existe dans leur pays. Et aussi peut-être redorer aussi cette image de ce qui marche, parce que finalement on ne sait pas tout ce qui marche, et donc ils vont mettre ça en avant. Et ils auront face à eux une interlocutrice d'une entreprise qui s'appelle Astria, qui eux justement développent énormément de marchés sur le continent, qui viendra aussi en miroir rechallenger ce qui est posé et expliquer comment est-ce qu'il se déploie. On aura aussi l'occasion d'avoir un focus sur la ZLECAf. Forcément, cette zone économique est très important. On va revenir sur la ZLECAf, mesdames. Et donc, un focus sur la ZLECAf, je n'en dis pas plus. Et ensuite, on aura l'occasion d'aller découvrir un secteur qui est en pleine expansion en Afrique francophone, en Afrique anglophone, et qui s'est inspiré un peu de ce que le numérique a mis en place. Ce sont les industries
culturelle et créative. Et là, on va avoir un expert qui va venir nous donner un panorama, nous dresser un panorama de ce qui existe aujourd'hui, de ce qui se fait au niveau des compétences, comment elles sont transférées et comment elles sont exploitées positivement, parce qu'elles ont pour vertu de remettre au cœur des intérêts et au cœur des réflexions, au cœur de l'éducation, les histoires traditionnelles, pour que les enfants qui sont première, deuxième, troisième génération, comme on les appelle aujourd'hui, sachent d'où ils viennent, ce qui les a construits et quelles sont les origines qu'ils portent en eux sans forcément le savoir par les parents ou les grands-parents. Et c'est une manière de les ramener vers ça. Oui, la transmission. Exactement. Voilà. Donc la transmission sera au centre. Ensuite, nous aurons le loisir d'aller explorer un peu ce qui s'est fait en France, grâce aux forces françaises de l'industrie, qui vont justement, eux, témoigner de la manière dont l'industrialisation a été menée dans différents secteurs et nous donner quelques clés aussi des choses à ne pas faire. Pour qu'on puisse avoir aussi ce regard croisé entre ce que nous disent les diplomates et ce que nous disent finalement ces entrepreneurs et ces entreprises. Parce que les entrepreneurs sont sur le terrain. Et c'est très important. Ils sont sur le terrain, ils voient les réalités. On aura ensuite un temps dans lequel on ira à la rencontre du sport. Forcément, vous vous doutez bien, en plein Jeux Olympiques. On va parler de ces industries du sport plutôt, comme étant aussi un vecteur de soft power. C'est une manière de magnifier ce que peut créer une nation, ce que peut porter une nation à travers ses sportifs, mais aussi à travers les messages d'éducation qui sont là. Et là, on aura un expert qui viendra nous présenter ce panorama. Et nous finirons bien entendu par les femmes, puisque ce sont elles qui sont d'une certaine manière aujourd'hui aux commandes dans certaines entreprises, dans les boards, aux commandes sur le terrain, parce qu'elles vont investir des secteurs dans lesquels elles ne sont pas attendues, et elles viendront, elles, témoigner de la manière dont elles ont entrepris à ces niveaux-là, et surtout des résultats en termes de création d'emplois, en termes aussi d'une certaine forme de lobbying aussi, sur certains secteurs d'activité pour donner envie à d'autres femmes de les rejoindre, mais pas que, puisqu'il faut être aussi sur des formes de leadership, d'alliance. C'est unir des compétences au service d'un projet. Et là, on sera vraiment pleinement dans cette dynamique. Alors, avant de poursuivre, je tiens à préciser que c'est le salon des entreprises... Il faut que j'y arrive. Le salon des industries africaines. C'est une initiative du Club des diasporas africaines de France et des Amis de la France. Et donc, je rappelle également aux téléspectateurs qui nous suivent que c'est un programme qui va commencer à 14h, qui va se prendre fin à 22h, avec une cérémonie d'ouverture. J'ai noté 3 tables rondes. 3 tours d'horizon. Évidemment, les tours d'horizon, c'est sur la ZLECAf, les industries culturelles, créatives, industrie du sport, et pour se terminer par un cocktail dînatoire sur inscription. Évidemment, il y a beaucoup d'invités d'honneur. Et donc, moi, je sors d'un événement, mesdames. Vous parlez d'industrie africaine. On vient de parler de santé et de vaccins. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette industrie? Comment vous pouvez la positionner dans le programme du Salon des industries africaines? Parce que l'enjeu est comment produire les vaccins sur le terrain africain. Alors, c'est bien sûr une question hyper pertinente, Carmen, puisqu'on sort du Covid. On sort du Covid et on a parlé beaucoup de vaccins. On a parlé aussi beaucoup de la réalité du monde aujourd'hui. Il y avait certains pays qui pouvaient se fournir des vaccins, d'autres pas, avec tout le stress que ça a demandé dans les populations, que si on n'avait pas le vaccin, etc., on était face quand même à une tragédie, enfin en tout cas à un événement mondial juste incroyable. Et ce qui fait que c'est vrai que cette histoire de vaccin, ça a questionné énormément nos économies, nos politiques, nos décideurs, pour justement se demander, et l'Afrique dans tout ça, à quel moment nous, Africains, en tout cas les pays africains, peuvent aussi prendre le lead sur ces sujets-là, sur le sujet de la santé, qui est un sujet fondamental pour la vie des gens, pour le développement humain, etc., pour le développement d'un pays. Donc effectivement, c'est des sujets qui font partie des industries. Léo Kadi a parlé de l'industrie du sport, de l'industrie créative. En fait, l'industrie, c'est un terme générique, mais qui touche finalement tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, l'Afrique, quand on parlait d'industrie en Afrique, on parlait essentiellement de l'industrie du secteur primaire, des extractions, de l'agriculture, etc. Mais on voit bien qu'il y a tout un pan, tout un champ,
un certain nombre de secteurs industriels qui sont importants pour justement valoriser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le Forum de la santé. On aura la chance d'avoir Laurence Comte-Larastus, qui est la directrice générale du groupe GE Healthcare, qui pourra justement apporter dans le panel sur la table ronde autour des femmes, de leur place dans l'industrie, puisque Antonio Guterres a rappelé il n'y a pas très longtemps, en 2023, au moment de la journée internationale de l'industrie, parce que maintenant il y a la journée internationale de l'industrie, je crois que c'est le 23 novembre de mémoire, je ne sais plus, à demander à Google, mais justement pour rappeler qu'il ne fallait pas négliger la place de la femme dans ces questions-là. Moi je voulais juste préciser que dans ce programme, nous avons la chance et l'honneur d'avoir une femme marraine de cet événement, qui est Madame, son Excellence, Madame Rachel Annick Akiko Obiang Meyo, qui est l'ambassadeur, parce qu'elle aime bien qu'on dise ambassadeur, du Gabon, de la République gabonaise auprès de l'UNESCO. C'est une femme qui a une vision, c'est une femme qui se bat pour le multilatéralisme, c'est une femme qui nous soutient dans l'organisation de nos événements, puisque l'année dernière, j'ai co-organisé un événement à l'UNESCO, elle était la marraine et elle nous a soutenus dans ce projet. Là, elle nous soutient dans ce projet-là, parce qu'elle croit effectivement à ces initiatives portée aussi par des femmes africaines en France. Et c'est important, au-delà de la santé, au-delà de tous ces sujets, que nous gardions le lien avec la République française, parce que le monde change, nous sommes aujourd'hui dans des situations complexes, aujourd'hui de société, et c'est important qu'on continue à créer du lien, à faire rempart, à créer du lien, et l'industrie est un des sujets. L'industrie est l'un des sujets, parce que justement, il faut créer le lien, parce que le monde est globalisé maintenant. Exactement. Et je voulais vous poser la question, combien de temps, je pose la question à Kadia, parce que c'est vous l'initiatrice, c'est bien ça. Combien de temps il vous a fallu pour mettre tout ça en œuvre? Je sais que vous avez co-organisé... Je ne sais pas si on doit répondre à cette question. C'est des questions... Combien de temps il vous a fallu pour en arriver là? Parce que c'est la je vais laisser au Kadia. C'est la première édition. Je dirais que le temps que l'idée naisse dans la tête de Kadia, qu'elle la formule et qu'elle se dise « Qu'en penses-tu » Et là, on s'est dit « Très bien, il nous faut une période, un lieu, des personnes, des personnalités, des thèmes, et on est parti. » Et c'était quand votre idée elle est apparue? Écoutez, c'est né, on va dire, je vous dis, franchement, je dirais que ça fait partie d'un tout. C'est difficile de dire quand on a de l'engagement, de dire quand est-ce que c'est né. Vous voyez, on rentre de Conakry, on a organisé les tables rondes du capital humain africain dans le cadre des 72 heures du livre, qui est un événement porté par un Guinéen, moi que j'adore, Monsieur Sansikaba, qui est le directeur de l'Harmattan Guinée. Et c'est un homme engagé. Et je pense que souvent, c'est lié à des rencontres, en fait, des moments, des temps de connexion, d'opportunités, des gens qui nous portent aussi. Et puis ça se passe. Voilà, donc on a monté le capital humain en 2 temps 3 mouvements, parce que c'était hyper rapide. C'était très rapide. Et là, il se trouve que l'industrie, voilà, j'ai un mari qui est à fond sur le sujet, je travaille avec des clients industriels, et finalement, et puis on est des gens, on s'engage aussi, donc on a envie de porter aussi ce sujet, le sujet de la ZLECAf, qui est un sujet important, qui est naissant, mais il y a de nombreux défis. Et je pense qu'on a une responsabilité aussi, en tant que gens de la diaspora africaine, de porter aussi ces sujets. Et donc là, j'en viens, justement, allez-y, je vous prie. Non, juste sur votre point sur la santé, alors c'est la première édition, on aura largement le temps de le traiter dans la deuxième édition. Voilà. Parce qu'effectivement, elle a une place centrale aujourd'hui. Les sujets qu'on a choisi d'aborder dans cette première édition, c'est ceux qui vont aussi être comme des boosters et des tremplins pour pouvoir aider et mettre en visibilité ce qui se fait. Et la question que j'allais vous poser justement sur les éditions, la première édition c'est cette année, quelle est la fréquence justement du salon ? Une fois par an. Voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est vraiment faire un événement, un temps de rencontre, d'échanges constructifs, techniques, avec des personnes sachant, des experts qui peuvent nous édifier, qui peuvent nous apporter des réponses claires, avec des témoignaires, etc. Parce que c'est un sujet qui est crucial. Et l'industrie, c'est pas uniquement que des usines. L'industrie, c'est aussi le travail de la main, c'est aussi le travail du fer, F-A-I-R-E. Et c'est aussi un levier pour justement répondre aussi à la problématique
problématiques d'emploi de nos jeunes. Voilà, l'industrie ne doit pas être dénigrée. L'industrie, c'est pas c'est pas quelque chose de sale. L'industrie, c'est la vie. Et aujourd'hui, l'Afrique s'en saisit. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui l'arrivée de la première dame du Sénégal qui arrive totalement habillée en Made in Sénégal. Elle est arrivée seule. Voilà, Made in Sénégal. Elle est arrivée seule. Et donc voilà, donc ça témoigne aussi. Un commentaire personnel. Ça témoigne aussi ces talents. C'était une très belle robe. Mais tout est Made in Sénégal. Donc c'est une manière de magnifier. Donc magnifier le local. Au niveau de la couture, et ça vient réinterroger aussi toutes ces petites mains qui étaient invisibles hier, qu'on a envie de mettre sur le devant de la scène. D'ailleurs, on aura une invitée qui viendra parler justement de cette partie textile et de l'événement qu'elle crée autour de ça. C'est magnifique. Et d'ailleurs, mesdames, peut-être peut-être mon collier, oui, c'est ça. Robe, bon, alors après, il y a les bracelets qui viennent de Guinée. Nous avons les accessoires africains. Nous en avons quelques-uns. L'industrie africaine. Absolument. C'est magnifique. Et moi, je voulais savoir, parce que vous aviez parlé tout à l'heure de la manière dont vous avez commencé à faire les choses. Quels sont vos sponsors et vos partenaires ? Alors, nous avons la chance et l'honneur d'avoir un partenaire qui est une entreprise, un acteur majeur de la finance en Afrique, qui est le groupe Ecobank. Le groupe Ecobank par la filiale France internationale, donc qui nous apporte son appui. Nous aurons d'ailleurs la chance d'avoir quelques collaborateurs dans les tables rondes. Nous avons eu un accompagnement d'une entreprise minière qui est le groupe Rio Tinto, donc qui est l'une des entreprises qui porte le projet Simandou en Guinée. Alors moi, en tant que Guinéenne, je valorise aussi ce grand projet extraordinaire qui pour moi est important de parler parce que c'est un projet phare qui va vraiment changer aussi la Guinée, donc qui est porté par nos dirigeants avec force et fierté. Nous avons le groupe Grand Alexander, donc mon patron me soutient, donc ça c'est super, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr l'incontournable Orange Money qui nous soutient et qui est d'ailleurs notre partenaire officiel, puisque c'est celui qui accompagne quasiment tous nos événements du Club Diaspora en France. Donc je tiens d'ailleurs à remercier Bruno Guivarch de son soutien. Et nous avons les partenaires aussi médias qui nous soutiennent. Bon, il y a aussi le média Upendo qui nous soutient. Il y a Vox Africa qui est un média partenaire. Nous avons A-News aussi qui nous soutient. Et bien sûr Steve Lorcy qu'on ne présente plus, le photographe de l'Assemblée nationale française. Donc voilà, j'espère que j'ai n'oublié personne. Mais Léo Cani, Global Africa et Global Africa. Voilà, bien sûr. Et vous, bien absolument. Et vous, bien sûr. J'ai laissé le mot de la fin à la star. Qui nous permet effectivement d'avoir cette mise en lumière, ce lancement. C'est une belle. Et nous vous remercions pour cela. Je vous en prie, mesdames. Alors, on a dit beaucoup de choses, mais succinctement, qu'attendez-vous de ce salon sur les industries africaines ? J'allais dire de façon très concrète du contenu opérationnel, c'est ce à quoi vont s'employer nos différents intervenants, des solutions aussi pour pouvoir apprendre finalement des échecs ou des choix peut-être stratégiques antérieurs qui n'ont pas marché pour permettre de faire des leapfrogs en termes d'apprentissage au niveau des pays africains qui seront présents, mais aussi des échanges qui seront porteurs de ce que j'appellerais moi de création de business qu'on pourra avoir le plaisir de présenter sur les éditions suivantes. Oui. C'est ça que notre cocktail. Et donc il y aura un lien, toujours le lien que vous faites sur voilà. L'idée, c'est quand même de le faire vivre aussi dans le temps. Là, il y a une date, il y a un temps de rencontre, mais il y a aussi des choses qui vont se créer, des choses qui vont naître. Et notre rôle, c'est aussi de pouvoir expliquer ce qui se construit sur la durée. Alors, vous avez parlé de la ZLECAf, mesdames. Nous y voilà. Nous sommes sur la ZLECAf. Alors, la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange africaine. Et le nœud, en fait, c'est que les pays de la ZLECAf soient interconnectés. Et donc, est-ce que le salon, le tour d'horizon, va nous montrer de quelle manière les infrastructures routières sont importantes en Afrique ? Alors, pour la ZLECAf, c'est un bon sujet, c'est une bonne question, Carmen. C'est un sujet qui interroge beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui. Pas que en Afrique, mais aussi au sein de la diaspora, parce qu'en fait, on le connaît peu, en fait. Cette zone, on entend parler.
Alors on peut regarder sur Google pour savoir quelles sont les ramifications, mais aujourd'hui, en fait, on ne sait pas trop à quoi ça va correspondre, quels sont les... Il y a bien sûr des défis, etc. Parce que pour créer la libre circulation des personnes, des biens et des services, il faut de l'infrastructure, il faut un certain nombre de choses, il faut des compétences, etc. Mais c'est une zone, à mon sens, qui est une chance pour l'Afrique. Je pense que c'est une chance pour l'Afrique et on a invité d'ailleurs un universitaire, un académicien qui est Monsieur Houmni. Oui, vous l'avez peut-être pas Abdelghani. Absolument, qui est professeur à l'université de Casablanca et qui est l'un des experts sur le sujet, donc qui nous transmettra, qui passera en vidéo en direct pour justement parler des défis et des opportunités. Et je pense qu'il faudrait que tout Africain, où qu'il soit, se saisisse de cette question de la ZLECAf et essayer de plus en savoir. En tout cas, moi, ça m'anime et j'aimerais en savoir un peu plus. Et je pense que c'était aussi l'occasion de mettre ce sujet au cœur de nos sujets. D'accord. Alors, toujours sur la ZLECAf, vous mettez en exergue 5 pays. Alors, je ne sais pas si je fais bien le lien entre le tour d'horizon et la table ronde numéro 1. Le tour d'horizon, c'est l'introduction avec la ZLECAf, parce que c'est quand même le lieu où il y a plein de choses qui se jouent. Et ensuite, on aura des témoignages de pays. Donc, on aura d'abord cette présentation de ce que c'est que la ZLECAf, s'il y en a encore qui l'ignorent. Mais c'est surtout de pouvoir bien comprendre son fonctionnement, ses enjeux, et ce que ça a comme impact sur différents pays. On a beaucoup de sujets en ce moment où vous avez des Africains de plusieurs pays qui se plaignent de la capacité à obtenir des visas alors qu'on est à quelques mètres, à une frontière qui est finalement terrestre, mais qui ne l'est pas de langue, qui ne l'est pas de culture. Et donc, ça rentre aussi dans ces éléments-là, parce qu'on parle des biens, mais on a aussi les personnes dans leur circulation. Donc, je pense que ce panorama-là, en introduction, nous permettra de comprendre quelles sont les problématiques, quels sont les points d'attention, mais aussi ce qui a déjà été accompli depuis que la ZLECAf a aussi été créée. Parce qu'on n'est pas encore qu'au point mort. Il y a encore des choses à développer. Donc on aura ce premier regard-là en introduction des tables rondes des ambassadeurs. Alors, moi j'ai noté une question. Vous mettez en exergue 5 pays. Oui. Donc, et là, vous allez me dire que vous ne voyez pas le Congo. Non, pas du tout. Je ne fais pas la... Lequel il manquait? La RDC. La RDC. La RDC qui est le poumon quand même, je pense, de la ZLECAf. La RDC est un pays très vaste, riche en termes de population, richesse minière, tout ce que vous voulez. Alors, j'ai été surprise de ne pas voir la RDC. Alors, c'est le premier salon. Oui, exactement. Et il y a 54 pays. J'allais répondre à votre place. Nous avons 54 pays en Afrique. Il y a 54 pays. J'allais répondre à votre place. Et comme vous l'avez noté, vous avez dit que nous démarrions à 14h pour ensuite avoir une conférence. Donc, sur ce temps réduit, c'était le choix pour la première édition. Voilà. Bien entendu, l'objectif, c'est que ceux qui viennent nous voir se disent « c'est le lieu où être ». Moi, j'ai quand même quelque chose à ajouter par rapport à ça. Alors, il n'y a pas la RDC effectivement dans les pays à inviter, mais nous allons avoir une délégation de la République démocratique du Congo alors je ne sais pas combien ils seront, mais c'est le Fonds pour l'industrialisation, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, de la RDC. Ouais. Donc on a été contacté par son président parce qu'il a été effectivement au courant de cet événement. Et il a sollicité y participer parce qu'il se trouve qu'ils sont en France en ce moment. Donc, en fait, voilà, il y aura quand même la RDC. Ils seront là quand même. Il y aura le loisir d'échanger. Voilà, absolument. Et donc, au cocktail, nos invités auront le loisir d'échanger avec eux. Très important parce que... J'espère que demain, l'année prochaine, ça sera... En tout cas, vous nous avez lancé une perche. Voilà, c'est ça, là. Et c'est pas la promotion, c'est... Non, c'est un pays qui vaut le détour. Donc, ce sera l'occasion. Alors, moi, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui a motivé le choix des intervenants. Pour la table ronde, pour les tables rondes, peu importe, par exemple, la ZLECAf, le tour d'horizon, regard croisé avec la réindustrialisation, par exemple. Qu'est-ce qui a motivé Alors, moi, je vais répondre en qualité d'animatrice. Moi, j'avais besoin d'avoir, pour cette première édition, des experts. Au-delà de gens passionnés par ce qu'ils font, des experts qui puissent témoigner d'actions concrètes, qui puissent être visibles et surtout qui puissent aussi le transmettre de manière simple à l'auditoire qui est présent. Ça, c'était vraiment, j'allais dire, le regard de l'animatrice. Voilà, c'est un peu la même chose. Hein. D'accord. En fait, oui, c'est un peu la même chose parce que c'est vraiment des gens qui peuvent apporter leur expérience. Quand vous prenez le groupe Ecobank, c'est une banque qui finance aussi les industries, des PME en Afrique. Quand vous voyez le groupe Rio Tinto, c'est l'industrie minière aussi.
Dans le panel, dans les femmes, nous avons une jeune femme très active du Sénégal, Absatou Doro, qui a quand même été l'une des femmes africaines issues de la diaspora africaine de France à monter le forum sur les métiers du luxe. Donc on touche là à l'industrie du luxe. J'ai déjà rencontré d'ailleurs. Voilà, qui est formidable. Et justement, elle apporte des temps de rencontre sur la formation dans l'industrie du luxe. On voit qu'aujourd'hui, il y a de la créativité, l'industrie créative auprès des créations du textile. Et ça, c'est de la création d'emplois. Donc, elle sera là. Nous avons quelqu'un comme Marie-Jeanne Servan-Thomas, qui est la fondatrice de Brune, donc qui est aussi présente tous ces secteurs dans son magazine, donc elle peut aussi apporter sa vision des choses. Et puis Healthcare, Healthcare là pour la santé. Nous aurons en visio Valérie Kodjodjop de la BOAD. Donc ça va être donc il y a aussi, ça rejoint ce que dit en fait Léo Kadi. Oui. C'est vraiment important puisqu'en fait l'idée c'est pas de savoir est-ce que les gens sont intéressés par ce qui se passe en Afrique au niveau de l'industrie, c'est de dire ça existe. Et à partir de maintenant, quel genre de réflexion on peut mener pour construire des partenariats qui soient durables, avec des gens qui sont experts, avec des gens qui portent vraiment leur sujet, et puis surtout des gens qui peuvent ouvrir aussi des voies, parce qu'on sait très bien que derrière un salon, l'objectif c'est aussi de pouvoir construire des partenariats durables. Et donc c'est dans cet esprit qu'on l'inscrit. Le cocktail s'inscrit aussi dans cet esprit-là pour que les échanges puissent être porteurs et surtout constructifs pour les invités qui seront présents. Ouais. Et donc, quand on entend salon, on s'attend à voir des stands. Oui, on s'attendait à cette question. Oui, c'était volontaire. C'était volontaire. Non, mais parce que, Carmen, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, en fin d'année de mémoire, il y a eu le Global Industry en France. Oui. Donc nous, on était partenaire avec Grant Alexander de Global Industry et j'étais très étonnée qu'il y ait quand même la rencontre de toutes les industries du monde. Donc ça se passe en France et il y avait très peu d'industries, d'entreprises africaines représentées. Donc en discutant avec les organisateurs, je dis mais ça serait intéressant, comme à Cannes, on sort de Cannes, d'avoir un pavillon Afrique avec des industriels et puis aussi pour susciter l'investissement en Afrique parce que faut pas se leurrer, le continent du millénaire, c'est quand même l'Afrique. Donc si on commence pas maintenant, c'est là-bas que ça se passe quand même. Oui, bien sûr. Donc c'était aussi. Donc j'espère que demain, peut-être en Afrique ou dans un autre pays européen, qui sait. Là, j'espère qu'on aura des stands. Ben voilà. Là oui, c'est ça. C'est un peu aussi un appel d'air à dire. C'est le sujet. C'est un sujet majeur. Et ça reste la première édition. Et ça reste la première édition. Tout à fait. Alors, on va reparler de Paris 24, les Jeux Olympiques. Vous prévoyez un tour d'horizon sur les industries du sport. Alors, est-ce que c'est les Jeux Olympiques qui vous ont inspiré ou bien vous avez ciblé des faiblesses au niveau de l'Afrique? La réalité, c'était surtout que la personne qui est conviée est quelqu'un qui met les femmes sportives à l'honneur depuis un nombre d'années incroyable, qui a la capacité de pouvoir, par ce biais-là, construire autour des valeurs du sport des manières d'accompagner ces femmes, mais pas que, de pouvoir aussi les mettre en lumière et donc de les mettre en mode femme inspirante. Et donc ça, c'était important. Il viendra bien entendu, au-delà de cette présentation-là, bon, bien sûr, on est en année Jeux Olympiques, mais le clin d'œil n'était pas qu'au JO. Le clin d'œil était surtout sur comment le sport peut devenir pour des pays une manière de le mettre en avant. Bien sûr. Comment le sport peut, grâce à ses valeurs d'éducation, grâce à ses valeurs de coopération, grâce à ses valeurs, alors qu'on soit dans un sport individuel ou collectif, il y avait ce message-là qui était porté et on voit comment ça porte des jeunes dans certains pays et comment ça les ramène aussi sur le prendre soin de soi, sur le être dans du collaboratif. Et donc, c'est tous ces points-là qui vont aussi être mis en avant avec cette intervention, au-delà de l'impact que peut avoir le sport porté par la francophonie, puisque cet intervenant-là est aussi sur cette francophonie sportive, avec toutes les vertus qui sont les siennes. La francophonie sportive. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut creuser? C'est elle qui a dit. Léo Kadi. Je sais pas. Si, la francophonie sportive, c'est de remettre, c'est de sortir de toute cette sémantique anglophone, pour la ramener dans une version francophone, mais surtout redonner le sens à chacun des mots, qu'ils soient
ou anglophones ou francophones, pour resensibiliser à l'éducation, faire parler des jeunes du sport qu'il aime, avec, j'allais dire, du début jusqu'à la fin de sa présentation, quelque chose en Parce que le sport ne reste pas que professionnel. Absolument. Justement, et donc c'est aussi de leur montrer qu'un sportif professionnel, pour beaucoup d'entre eux, on décide d'embrasser une deuxième carrière qui est celle d'entrepreneur. Oui. Et c'est de leur permettre de leur montrer que la performance sportive durera un temps, le temps que le corps peut supporter, le temps que les muscles peuvent supporter, mais aussi le temps qu'un public peut accompagner. Et qu'après, il y a une deuxième vie. Et donc, il y a ce message-là aussi qui est porté, et qu'il y a ces témoignages-là qui viennent aussi montrer que le sport, c'est une étape, mais ça crée aussi un mental qui va être nécessaire et sur lequel on pourra s'inspirer. La persévérance. Exactement, en tant qu'entrepreneur. Oui. Parce que les heures d'entraînement à 4 heures du matin, quand vous n'avez pas l'habitude de le faire, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, et puis de passer aussi un message, la discipline, la persévérance, autant de choses qui vont derrière être remises en lien avec l'esprit de l'entrepreneuriat. Oui. Je parle en tant qu'ancienne sportive, hein, donc. Et oui, c'est ça. Alors, on va partir sur la table ronde 3, qui met l'accent sur la vision pragmatique et inclusive de la femme. Et justement, on parlait des femmes. Moi, je voudrais en savoir un peu plus sur cette table ronde. Kadia. Alors, cette table ronde, comme je l'ai dit au départ, on voulait aussi montrer que la femme africaine et la femme en général a sa place aussi dans ces industries. C'est pas forcément des métiers d'hommes, etc. C'est là aussi sa place de créativité. Hein. C'est pour ça qu'effectivement, nous avons des femmes comme Absatou Doro à cette table ronde, ou comme Marie-Jeanne Servan-Thomas, comme Valérie Kodiou-Diop à cette table ronde. Et donc, c'était important aussi de valoriser toutes ces femmes qui travaillent déjà dans ce secteur industriels, donc qui peuvent aussi apporter leur expérience et qui peuvent aussi montrer qu'au travers des industries, notamment créatives, ces femmes participent aussi à cette chaîne de valeur. Parce qu'on a vu au début de notre échange que l'industrie, finalement, est un enjeu majeur de développement, de croissance pour les pays, d'emploi, d'employabilité des jeunes, et que c'était important aussi de mettre la femme au cœur de ce dispositif. Et pendant la journée internationale de l'industrie, c'est Antonio Guterres, donc comme je le rappelais tout à l'heure, qui disait qu'il ne faut pas négliger la femme, surtout la femme africaine, parce que quand on prend l'industrie primaire, enfin le secteur primaire, l'agriculture, 70% des gens qui travaillent, des forces vives aujourd'hui en Afrique, sont des femmes. Hein, que ce soit dans le textile, et quand on prend le textile aujourd'hui, c'est souvent les femmes. Hein. Alors moi j'en viens justement le nœud qui est là. J'espère que vous en parlerez. Je suis sûre que vous en parlerez pendant le salon. Comment professionnaliser justement l'activité des femmes, hein, de l'industrie créative des femmes, parce qu'elles restent beaucoup plus dans l'informel. Alors, ça c'est un autre sujet. Il faudra un autre salon. C'est un vrai problème. Voilà, qui va le développer. Oui. Mais on va voir notamment à travers le salon du luxe que un certain nombre d'entre elles ont accepté de faire le pas vers le formel en quittant l'informel. La question, c'est aussi, il y a des points derrière qui sont importants à traiter. C'est que le secteur informel, entre guillemets, il a toujours fait partie de notre histoire sur le continent. Tout le monde a eu un oncle, une tante qui avait un champ à côté, qui était en train d'acheter son ciment pour monter son immeuble, et ça fait partie un peu de la dimension culturelle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour pouvoir... La vraie question de fond, c'est est-ce que des personnes qui sont dans l'informel ont réellement envie de passer dans le secteur formel, qui implique derrière une éducation sur la gestion financière, qui implique derrière une éducation sur la gestion entrepreneuriale, de gestion. Mais quelquefois, elles ont cette éducation. Donc, elles l'ont. Bien sûr. Et donc, il y a cette question qu'on peut poser, mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a il y a des universités aujourd'hui, en particulier une au Cameroun, qui est en train de travailler sur professionnaliser l'entrepreneuriat des personnes qui sont dans l'informel pour pouvoir leur permettre d'intégrer finalement les filières qui leur correspondent le mieux. Et on est dans cette dynamique-là qui est en train de se créer. Et donc, certains de ces témoignages viendront aussi illustrer comment ils arrivent à embarquer ces personnes de l'informel vers le formel, tout en préservant leur savoir-faire et leurs expertises. Bien sûr. D'accord. En fait, pour ajouter ce que dit Léocadie, il y a une vraie expertise, mais qui a besoin d'être certifiée. En fait, il faut c'est des formations qualifiantes
qui devrait être certifiante en fait. C'est ça. Parce que travailler dans l'informel, les gens, ils ont les compétences, hein, les apprentis qu'on voit, les garagistes, etc., ou même sur les champs, ils savent le faire. Il ne faut pas dire qu'ils ne savent pas, qu'ils sont dans l'informel, que ça compte pas. C'est pas vrai. Ils savent le faire, mais peut-être qu'il y a à un moment donné une volonté politique pour certifier ces formations, pour capitaliser sur les acquis de l'expérience. Oui, parce que on est en train d'avancer, de jeter des idées comme ça, pêle-mêle. Et donc, certaines personnes dans l'informel, en fait, elles ne veulent pas que l'État perçoive l'argent qu'il gagne assez durement. Ils ne veulent pas payer l'État de payer des taxes. Ils préfèrent rester dans l'informel. Ça, c'est une éducation aussi. Oui, l'éducation à la finance, absolument. Je pense qu'il doit commencer dès le jeune âge, je pense. Qui commence dès le jeune âge, qui commence dans la famille et qui contribue aussi à expliquer que finalement réinjecter cet argent sous forme peut-être d'impôts, sous forme de perception, c'est aussi peut-être avoir des garanties, d'avoir une meilleure route, d'avoir un meilleur éclairage. Et je pense que d'être mieux protégé, soi-même en cas d'accident de vie. Et on l'a vu parce que quand on a un chef de famille qui est dans l'informel, en tout cas dans sa totalité, beaucoup d'entre eux ont réussi à faire de belles choses grâce aux tontines, grâce à ces différentes manières d'épargner. Mais sauf que quand ils tombent malades, quand ils ont des accidents graves, la chaîne s'interrompt. Voilà. Et donc c'est vraiment une histoire de rééducation pour comprendre que c'est une forme d'investissement aussi. Et ça permet de pérenniser aussi l'activité. Et donc, Kadia, on va parler des regards croisés avec la réindustrialisation de la France. Parce que vous avez parlé beaucoup de liens avec la France. Oui. Donc, dites-nous encore un peu davantage. En fait, ce regard croisé avec la France, donc je vous parlerai des Forces françaises de l'industrie, qui a été cofondé par mon mari avec 2 associés, donc qui est un mouvement d'entrepreneurs qui regroupe des entrepreneurs français de Barcelone, la Peña de Barcelone, et aujourd'hui à peu près 400 membres. Et c'est des gens qui croient au Made in France, hein. Là on parlait du Made in France, du Sénégal, etc., qui croient en fait au contenu local. Et c'est des gens qui, à les entendre parler, hein, en allant dans leurs conférences, etc., en suivant aussi la production qui est le leur, c'est des personnes qui ont vu aujourd'hui, on va dire, le délitement de l'industrie française. Avant, la France était un pays très industriel, enfin, l'industrie contribuait à la balance commerciale. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, ça a joué un rôle, un impact sur le recul aussi économique de la France dans sa place dans le concert des nations. Hein, parce qu'avant, c'était 4e place. Je crois que maintenant, on doit être à la 7e ou 6e place. Donc, c'est des gens qui ont pris leurs responsabilités, qui se sont dit, on va fédérer autour de nous des gens qui sont investis sur cette réindustrialisation pour que nous incitions nos politiques à produire en France. Donc, c'est noble. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique subsaharienne sur cette quête d'industrialisation. Donc aujourd'hui, c'est un mouvement qui est maintenant qui est à l'oreille des politiques, un mouvement qui est aujourd'hui un mouvement d'influence, et donc parce que le travail paie aussi. Et récemment, ces forces françaises viennent de lancer leur fonds d'investissement. C'était cette semaine avec l'entreprise La Place de Cristal pour justement encourager cette réindustrialisation avec des entreprises. Alors, je ne vais pas rentrer au cœur du sujet financier, hein, mais en gros, c'est que je trouve que c'était aussi un exemple intéressant d'avoir ce regard croisé, parce que quand vous prenez, si on va encore plus loin en Asie, en Chine notamment, la Chine, aujourd'hui, elle est, après les États-Unis, un des pays les plus industrialisés, etc. Alors qu'avant, elle était quand même à la traîne, hein, il y a une trentaine d'années. Hein. Mais qu'est-ce que les Chinois à l'étranger ont fait? Ils n'ont pas fait que du Western Union, hein, ils ont aussi investi dans leur pays. Ils ont développé cette industrie. Et aujourd'hui, c'est un pays qui nous vend ses produits, etc. Et c'est à nous maintenant de retourner un peu la chose, même si on continue de commercer avec les autres pays, de se dire commençons aussi ou poursuivons la création au niveau local
la fabrication au niveau local, made in France, made in Sénégal, made in Guinée, pour encourager aussi cette production locale, pour transformer aussi nos pays, et puis pour passer cette transition qu'ont connue nos pays africains, qui, quand les investisseurs arrivaient, ils exploitaient le sol, et tout partait. Hein, le cacao partait, était transformé ailleurs. Les chocolats, aujourd'hui, vous n'avez pas de... Non, on n'a jamais été habitué aux barres de chocolat, hein, parce que c'était fait en Suisse, quoi. Donc, alors que là, il y a quand même un défi en termes d'emploi, en termes de formation, en termes de développement des compétences. Et maintenant, les pays l'ont compris. Et je pense qu'il faut accélérer cette dynamique qui est importante. Alors, mesdames, il nous reste 10 minutes avant de terminer cette émission. Je voudrais qu'on parle, mais très brièvement, de la maison Muller, qui est dans le 18e arrondissement de Paris. Et ensuite, Elokadi, on va parler de Talent Ewek. Donc, Kadia, je vous en prie. Merci beaucoup à Carmen. Donc, Maison Muller, on est très loin de l'industrie, là pour le coup. Pour se poser un peu. Donc, la Maison Muller, donc, vous l'aurez compris, l'entrepreneuriat, j'ai eu cette fibre aussi grâce à ma famille auvergnate. Voilà. Et donc, c'est un lieu assez atypique qui est à Montmartre, que je gère maintenant depuis 2016, qui est un lieu d'événementiel et de coworking, et qui est un lieu qui a très vite été ouvert à la diaspora et notamment aux entrepreneurs de la diaspora. Donc, c'est un lieu, sorte de boudoir, comme il en existait au 19e siècle, de rencontres, d'échanges. J'ai bien apprécié quand j'ai été... Et maintenant, en fait, c'est maintenant un Airbnb. Donc, je profite de lancer... Absolument. Voilà, depuis peu, on a changé de concept parce qu'il faut se réinventer aussi. Donc, c'est aussi un Airbnb. Donc, le lien est sur Airbnb et sur Booking, donc avec la Maison Muller. Et on continuera bien sûr à faire aussi des événements régulièrement, je l'espère. Très, très beaux événements. Merci. Elokadi, je vous en prie. Talent Ewek, c'est une agence de conseil en stratégie de transformation et développement de l'influence. Donc, c'est deux métiers qui se relient les uns entre eux par l'accompagnement des dirigeants. C'est une première partie où je vais travailler avec eux sur la transformation, mais vraiment au niveau de la vision, au niveau de la culture managériale et des pratiques et de leur communication, vraiment leur posture. Et une fois qu'on a fait ce travail, c'est de leur permettre de développer leur influence grâce aux événements, grâce à la mise en avant dans des émissions, et de leur manière de faire et de leurs projets pour justement inspirer le plus grand nombre, mais aussi pouvoir promouvoir ce qu'ils font dans leur entreprise et qui les rend uniques en termes de manière de diriger ou de manager, quand ils travaillent sur cette notion d'alliance. C'est-à-dire quand ils mettent de la coopération, quand ils mettent du co-développement, quand ils mettent de la co-construction au cœur de leur stratégie de développement, là, ils sont accompagnés par l'entreprise. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Et chers téléspectateurs, et donc j'étais avec deux femmes de talent, Elokadi Ebakissé et Kadia Silla Moisson. Merci. J'ai été très enchantée de vous recevoir sur le plateau. Et donc, je rappelle que vous êtes ici pour un événement très important. Donc, j'invite tous les téléspectateurs à aller salle Gaveau le 24 juin. Salle Gaveau qui est à Paris 8e. Donc, le Salon des industries africaines, c'est donc la première édition. Vous aurez le plaisir de retrouver notre cher Kadi. Vous aurez le plaisir de retrouver notre cher Elokadi. Ah bah tiens, ça arrive. Je viens de le remarquer. C'est bien. Pour un très beau moment important pour l'Afrique, un sujet vraiment important d'actualité. Encore une fois, mesdames, je vous remercie. Merci Carmen. Et félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, messieurs, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de 3 en 1 Afrique sur Global Africa. Vous retrouverez votre émission en replay Global Africa justement et 3 en Afrique. Et moi, je me donnerai encore un réel plaisir de vous retrouver. Évidemment, je suis Carmen Févillier et je recevais Kadia Moisson et Elokadi Ebakissé. Ebakissé. On ne sait pas qui c'est. C'est pas mal ça. Merci. Très bon moment que j'ai passé avec mes deux invités. Allez, à très bientôt, chers invités. Pardon, chers téléspectateurs, et au revoir.